tu n'es personne. Ne fais pas semblant d'avoir de l'importance. Voilà, c'est eux que ma mère a dit. C'est eux, matin-là, sa voix nette comme la lame d'un couteau. Ryan, mon frère cadet, a enchaîné aussitôt. Le sourire collé aux lèvres, comme s'il venait de livrer la meilleure punchline de sa carrière inexistante. Franchement, la moitié du temps, on oublie même que tu existes. Le pire, il croyait vraiment être drôle. J'ai senti quelque chose se contracter dans ma poitrine. Une tension habituelle, mais je n'ai rien laissé paraître. Pas un battement de cils. J'ai simplement attrapé ma fourchette, les tapoté contre le bord de mon verre. Clink. Le son a claqué dans l'air saturé de parfums de café et de quiche brûlée. Ça ne prendra pas longtemps, ai-je dit d'un ton neutre. 3 phrases. Leurs fourchettes se sont arrêtées à mi-parcours, suspendues au-dessus des assiettes. Le silence qui a suivi m'a semblé presque comique. Cette table toujours si bavarde, si pleine de petites piques, figée d'un coup. La 2e phrase n'était même pas encore sortie, que ma mère pâlissait déjà. Ce changement de couleur, je l'avais déjà vu. Ce n'était pas de la honte, ni de la culpabilité. Non, c'était la panique de quelqu'un qui pressent que la façade va s'écrouler. Moi, je n'ai pas bougé. Pas une larme, pas une crispation. Parce que quand on grandit dans une maison comme la mienne, on apprend très vite à porter son visage comme une armure. Chaque muscle devient un mur. Tu sais sourire quand il faut, encaisser quand il faut. Et surtout, tu ne donnes jamais de matière qu'ils pourront utiliser plus tard. C'est ça, ma première compétence de survie. Ne pas réagir. Du moins, pas comme ils l'attendent. Voilà comment a commencé le fameux brunch. Enfin, brunch. Soyons sérieux. C'est juste un déjeuner du dimanche maquillé en occasion spéciale, avec des mimosas bon marché et des remarques acides en supplément. La carte change parfois, les plats aussi. Aujourd'hui, une quiche si sèche qu'on aurait pu caler une porte avec. Mais l'ambiance, elle, ne change jamais. Ma mère adore CES repas. Pour elle, c'est l'équivalent d'un audit annuel. Une évaluation de performance familiale. Elle distribue les critiques comme des notes, se comporte comme une chef d'entreprise en réunion, sauf que je n'ai jamais signé de contrat. Je n'ai jamais postulé pour ces postes de fille tolérable qu'elle attendait. Alors, elle a répété, presque mécaniquement, « Tu n'es personne », comme si elle commentait le temps qu'il fait. « Il va pleuvoir, tu n'as aucune importance ». Et Ryan, fidèle second rôle, a ajouté « Honnêtement, on oublie que tu existes la moitié du temps. » Puis il a ri. Un rire plein, satisfait, comme s'il venait de gagner un point dans un jeu cruel dont je n'avais jamais accepté les règles. Je n'ai pas ri. J'ai juste pris mon verre, calmement. Pas de geste théâtral. Juste un petit cling de plus, cette fois contre le cristal, comme un signal de départ. Ça ne prendra pas longtemps, 3 phrases, ai-je répété. Ils ont levé les yeux. Ryan, confus, la bouche encore pleine. Ma mère, crispée. Marc, lui, s'est redressé, intrigué. Marc, c'est Marie, qu'elle avait épousé quand j'avais 15 ans et qui avait instantanément remplacé mon père dans son vocabulaire. Plus jamais ton père, seulement Marc. Comme si changer un mot suffisait à effacer un homme. S'il vous plaît, ai-je ajouté, ma voix basse, presque douce. C'est pour toi, papa. J'ai sorti une chemise noire de mon sac, toute simple, sans étiquette ni ruban, et je l'ai posée sur la nappe immaculée. Un glissement tranquille, comme si je déposais l'addition à la table d'un café. Pas de discours, pas de grands gestes. Juste, c'est dossier. Ryan a froncé les sourcils, croyant sans doute que je distribuais des CV. Marc s'est penché.
l'air avide, comme s'il s'attendait à y trouver des billets de concert ou des réservations pour des vacances. Mais ma mère, elle, est restée figée. Esseuse main, pourtant toujours prompte à attraper, à contrôler, à s'emparer, n'ont pas bougé. Esseuse yeux étaient collés au dossier, comme si c'était un serpent. Finalement, elle a tendu la main. Lentement. A ouvert. A lu. Page 1. Page 3. Et moi, j'ai observé. J'ai vu le changement s'opérer. Son visage se décomposer, millimètre par millimètre. Cette expression d'horreur retenue, comme quelqu'un qui comprend que les freins ont lâché et que le mur est plus proche qu'il ne croyait. Ses doigts ont commencé à trembler. Marc est passé du sourire suffisant à un blanc maladif. La fourchette de Ryan est restée suspendue dans les airs, entre continuer à mâcher ou lâcher tout et s'enfuir. Puis, ma mère est arrivée à la dernière page. « Espèce de petite garce !» a-t-elle soufflé, à peine audible. Marc s'est levé d'un bond, sa chaise raclant bruyamment le carrelage. « Tu avais dit que tu avais supprimé ça. » Alors je me suis levée à mon tour. J'ai remis mon pull en place, pris mon sac d'un geste tranquille. Les originaux sont déjà entre les mains de gens qui comptent, ai-je dit. Ceci, c'est seulement pour ton plaisir personnel. Et je suis sortie. Revenons en arrière. 3 mois plus tôt, j'avais emménagé de nouveau chez eux. Prétexte, je ne pouvais plus payer mon appartement. J'ai dit que je galérais, que j'avais besoin d'aide. Ma mère a accepté, à contre-cœur. C'est eux qui, dans son langage, voulaient dire « Oui, mais tu me dois tout. Loyer, corvée, zéro attitude. » Ryan, lui, vit aussi là-bas, sans job, sans loyer, sans corvée. Il ne contribue à rien si CE n'est remplir l'évier de vaisselle sale et l'air de remarques non sollicitées. Et moi, j'ai eu la buanderie, pas la chambre d'amis, pas mon ancienne chambre. Non, la buanderie, avec le sèche-linge encore branché, qui grince la nuit comme un fantôme enfermé dans le mur. La nuit, le sèche-linge vibrait comme un démon enfermé dans les murs. À chaque fois que le bruit secouait la cloison, je me répétais la même phrase. Encore un peu. Juste jusqu'à CE que je trouve CE que je cherche. Je n'étais pas là pour renouer. Je n'étais pas là parce que je n'avais nulle part où aller. Non, j'étais là pour une seule raison. Fouiller. Trouver CE qu'ils croyaient à jamais cacher. Mais rien de tout cela ne se voyait à table. Au brunch, je versais le jus d'orange avec un sourire convenu. Je passais le beurre, les paniers de pain. Je hochais poliment la tête aux blagues ratées de Marc sur les milléniaux qui ne savent même plus faire tourner une machine. Ironique quand on pense que c'était moi qui l'avais littéralement et ses chaussettes. Je disais merci quand ma mère me tendait une serviette, avec ces petit air de reine qui accorde une faveur. Personne ne me demandait comment j'allais. Personne ne s'intéressait à mon travail, ni à mes projets. Le plus proche d'une question personnelle fut « Tu conduis toujours ta petite voiture ?» À Noël, j'ai reçu une tasse kitsch, estampillée fille préférée de quelqu'un. C'est eux qui est drôle, quand on sait qu'ils avaient sans doute oublié de l'emballer avant le matin même. Ryan, lui, avait eu une nouvelle montre connectée et un séjour tout compris à Cancun pour son équilibre psychologique. Moi, l'honneur d'aspirer les escaliers. Alors oui, le moment du brunch n'était pas prémédité. Mais c'était prêt, au fond de moi. Tout attendait. Et quand j'ai vu le visage de ma mère blanchir, quand j'ai vu Marc calculer du regard la distance jusqu'à la porte, quand j'ai vu Ryan, pour une fois, se taire, j'ai su que j'avais frappé le cœur de la bête. Je n'ai pas eu besoin de crier. Je n'ai pas eu besoin de me lever sur la table pour hurler ma colère. Il suffisait de déposer la vérité. Et j'avais encore des pages et des pages à donner. Tu sais, il y a des gens qui parlent de leur enfance comme d'une sitcom.
Des blagues internes, des anniversaires catastrophiques devenus légendes, des traditions absurdes que tout le monde raconte encore aujourd'hui. Chez moi, rien de tout ça. Mon enfance ressemblait plus à un mauvais Survivor, sans prime à la fin. De l'extérieur, nous avions l'air normaux. Les cartes de vœux avec sourire forcé, les albums photos de vacances où nous posions devant des monuments comme si tout allait bien. Le frigo couvert des gribouillis de Ryan, proclamé futur artiste alors qu'il peignait comme un pigeon qui marche dans la boue. Mais à l'intérieur, c'était comme un travail de groupe où j'étais la seule à bosser et où l'on me donnait malgré tout la mauvaise note. Ryan, l'enfant prodige, toujours l'excuse prête, toujours spirituel quand il cassait quelque chose. Moi, j'ai renversé un verre de jus une fois, punie pour être dramatique et négligente. Avec les années, j'ai commencé à croire qu'il m'avait vraiment oubliée, comme si je n'étais qu'une silhouette de fond. Je me souviens d'un jour précis. J'avais 9 ans. J'étais rentrée excitée, brandissant un petit certificat. J'avais gagné un concours de dessin à l'école. Rien de grandiose, mais j'étais fière. J'ai tendu le papier à ma mère. Elle a levé les yeux, soupiré et dit « Tu devrais plutôt te concentrer sur les sciences. L'art ne paie pas. » Ryan, cette même semaine, avait ramené un ruban pour meilleur auditeur. Une simple participation. Elle l'a encadré. Encadré. Ce sont ces petits coups répétés qui finissent par te scier les os. Tu n'enseignes pas, mais tu te fissures de l'intérieur. Et tu commences beau à croire que peut-être le problème, c'est toi. Moins intéressante, moins aimable, moins digne. Le seul qui ne me traitait pas comme une ombre, c'était mon père. Il n'était pas flamboyant. Il n'était pas du genre à se donner en spectacle. Mais il était là, vraiment là. Il m'aidait à faire mes devoirs. Il préparait les meilleurs croque-monsieur du monde. Il m'écoutait parler de mes livres et il se souvenait de CE que j'avais dit. Pas de grands discours, pas de promesses en l'air, mais une constance, une présence qui, à l'époque, me semblait acquise. Je n'ai jamais compris pourquoi ma mère était si agacée par lui. Sa simple respiration semblait l'insulter. Avec le recul, elle le traitait comme elle me traitait moi, comme un meuble gênant. Mais je n'ai rien remis en question, pas jusqu'à mes 12 ans. Un soir, j'étais affalée sur le canapé, mangeant du pop-corn sec devant une émission qui ne m'intéressait pas. Ryan était à l'étage, ma mère collée à son téléphone. Puis, elle a coupé la télé. « Il faut que je te montre quelque chose de sérieux. » Jamais une phrase qui annonce quelque chose de bon. Elle a fait défiler ce message, m'a tendu l'écran. « C'est de ton père. Tu dois voir quel genre d'homme il est vraiment. » Le message ? Une seule ligne. « Si tu la prends, je vous tue toutes les deux. » J'ai fixé l'écran. Mon cerveau refusait de l'imprimer. Elle a ajouté qu'il était dangereux. Qu'elle avait toujours su. Qu'elle allait demander la garde exclusive pour me protéger. Elle m'a caressé le dos, comme si elle était l'héroïne de l'histoire. Tu n'as plus à avoir peur. Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. C'était comme si le sol s'était ouvert sous moi et que je chutais encore. Ensuite vinrent les tribunaux, le silence, les règles, plus d'appels, plus de visites. Mon père effacé comme un personnage coupé au montage. Et moi, censée être reconnaissante. Les années de reconstruction, comme ma mère les appelait. Ironie totale. Elle n'a rien reconstruit. Elle a juste resserré son emprise. Je suis devenue sa bonne à tout faire, son défouloir émotionnel. Ryan, de son côté, plus bruyant, plus paresseux, plus cruel. Moi, invisible. J'ai rangé mon père dans une boîte mentale étiquetée « dangereux » et j'ai fermé le couvercle. Mais certaines choses refusèrent de rester enterrées.
Trop d'incohérences, trop de souvenirs doux qui sonnaient faux face au récit. Et cette douleur sourde, chaque fois que j'entendais quelqu'un parler de son père. Et puis ce message. Jamais il n'avait collé. Pas lui. Mon père, c'était celui qui pleurait devant le monde de Nemo. Celui qui s'excusait s'il haussait un peu la voix. Celui qui finissait chaque appel par un « je t'aime ». Alors non, ça ne collait pas. Mais je n'ai rien dit. Parce que remettre en cause un mensonge, c'est remettre en cause toute la maison bâtie dessus. Et je n'étais pas encore prête. Les années ont passé, lourdes et lentes. Dans ma vingtaine, les questions se sont faites plus pressantes. Elles ne murmuraient plus, elles hurlaient dans ma tête les nuits d'insomnie. J'avais appris à me taire, à me faire toute petite. Mais le doute, lui, avait grandi comme une racine sous le béton. Un soir, à 23 ans, incapable de dormir, j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert une nouvelle conversation. Mes doigts tremblaient. Le numéro de mon père. Je n'étais même pas sûre qu'il fonctionne encore. Et j'ai écrit « Salut ». Je ne sais pas si c'est toujours ton numéro, mais je voulais dire « Bonjour ». Claire. 15 minutes plus tard. Un bip. Une réponse. Claire. J'attends ce moment depuis 10 ans. J'ai senti mon cœur exploser dans ma poitrine. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Mais j'ai su que rien ne serait plus pareil. 3 jours plus tard, nous nous sommes retrouvés dans un parc. Terrain neutre. J'avais peur qu'il ait changé, qu'il soit devenu dur, amer, un étranger. Mais non. Quelques rides de plus, des cheveux grisonnants, un corps un peu voûté. C'était lui. Nous avons marché jusqu'à un banc. 2 cafés achetés à un stand. On a parlé de banalité. Et puis, j'ai craché la question qui me brûlait. Et ce message, il a secoué la tête, lentement, sans détourner les yeux. Je ne l'ai pas écrit. Je ne l'ai pas envoyé. Je ne l'aurais jamais fait. Pas de supplication, pas de théâtre. Juste ça. Et pour la première fois depuis des années, mon instinct s'est tu, comme si mon corps entier savait qu'il disait vrai. Alors j'ai décidé de chercher, pas par vengeance, par besoin de vérité. Je me suis formée, j'ai étudié. J'ai obtenu une licence d'enquêtrice privée, pas le cliché imperméable chapeau. La vraie chose, dossier, registre, métadonnées, compte bancaire. Et une fois armée de ça, je suis revenue chez ma mère. Prétexte officiel, perte de travail. Plus d'argent pour le loyer, besoin d'aide. Elle m'a roulé des yeux, m'a assignée à la buanderie et m'a refilé les corvées. Parfait. Exactement. C'est eux que je voulais. J'ai fouillé. Chaque tiroir, chaque dossier. Et j'ai trouvé. Un vieux portable, poussiéreux, coincé derrière une pile de pulls. Protégé par un mot de passe ridicule. À l'intérieur, des dossiers aux titres enfantins. Légal. Ne pas ouvrir. Et là, le choc. Le brouillon du message. Si tu la prends, je vous tue toutes les deux. Daté 5 jours avant la prétendue réception. Avec des commentaires dans la marge. Trop dramatique. J'ai cru vomir. Mais CE n'était pas tout. Des emails entre elle et Marc, bien avant leur mariage. Ils discutaient déjà de comment faire passer mon père pour instable, de comment protéger l'argent. Et l'argent, soi-disant perdu dans un investissement. En fait, des transferts vers des comptes offshore, au nom de Marc, avec des sociétés écrans grotesques, mal camouflées. Ils avaient tout volé. La maison, les biens, la garde. Ils avaient sali mon père. Et tout ça, pourquoi ? Pour garder leurs privilèges, leur façade. J'ai tout imprimé, tout dupliqué. Une copie pour mon père, une pour moi. Celle que j'ai déposée au brunch n'était qu'un souvenir, un amuse-bouche. 3 nuits après avoir claqué la porte,
Quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas. Mon père. Il avait ce sourire fatigué. J'ai eu l'appel. C'est lancé. L'avocat avait déposé les dossiers. Le juge avait rouvert le cas. La machine était en marche. Il est entré. J'ai fait du thé. Nous nous sommes assis. Comme si c'était une soirée normale. J'ai raconté une partie. Pas tout. Juste assez. Il m'a regardé longtemps. Puis il a dit « Tu n'étais pas obligé. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour moi. » Et tout était dit. Les textos sont arrivés ensuite. « Ryan, tu es folle. Tu détruis la famille pour des vieilles histoires. » Puis « Maman pleure. » « Arrête. » Puis elle. « Ma mère. » Une seule ligne. « Tu n'en as pas fini. » Ne crois pas que tu en as fini. Charmant. 2 jours plus tard, le recommandé. L'enveloppe lourde. Le genre qui fait taire une maison. On m'a raconté le cri. Ma mère, dans la cuisine, son verre de vin éclaté au sol. Rouge sang sur le carrelage. Marc, lui, pâle comme un linge. Non cité page 2. J'imagine très bien SS recherche frénétique sur Google. Que se passe-t-il quand un compte offshore est tracé? Ryan, pauvre Ryan, continuait de m'envoyer des messages. On peut réparer. On peut arranger. Réparer quoi? 20 ans de mensonges? Les insultes, le mépris, le volume? Non, trop tard. Le juge a parlé. Pas de colère. Pas de vengeance. Juste des faits. Mensonges répétés, documents falsifiés, transfert signé, verdict, restitution totale. Avec intérêt, avec pénalité. La maison? Vendue en 3 semaines. À perte. Les voitures, envolées. Les comptes vidés. Marc a tenté de jouer l'idiot. Je faisais confiance à ma femme. Pathétique, vu sa signature sur chaque virement. Ma mère s'est retrouvée dans un 2 pièces humide, robinet qui fuit, mur mince. Pas de pendaison de crémaillère cette fois. Ryan? Disparu. Pas d'excuses. Pas d'explication. Juste un unfollow discret. Mon père, lui, a acheté une petite maison. Pas une villa. Juste un pavillon modeste, avec un jardin. Un porche baigné de lumière l'après-midi. Il m'a invité le jour où il a eu les clés. Pas de discours. Juste merci. Nous avons bu un café. En silence. Mais pas ce silence tendu de mon enfance. Un silence doux. Celui où ton corps se souvient qu'il n'a plus besoin de se contracter à chaque bruit. Il m'a demandé ce que j'allais faire. Vivre, ai-je répondu. Il a hoché la tête. Bon plan. 1 semaine plus tard, un email de ma mère. Sujet. Tu comprendras un jour. Le message? Prévisible. J'ai fait ce que je devais. Tu as trahi ta famille. Tu as toujours été ingrate. Signé. Maman. Je l'ai archivé dans un dossier que j'ai renommé fiction non sollicitée. Je n'ai pas cherché la vengeance. Je voulais le calme. Et je l'ai trouvé. Plus besoin de me justifier. Plus besoin d'expliquer pourquoi j'avais toujours l'impression d'être une invitée dans ma propre maison. Maintenant, j'ai une cuisine avec de la vraie nourriture. Un salon qui est à moi. Un père qui raconte des blagues nulles, mais jamais pour me blesser. Il disait que je n'étais personne, que je ne comptais pas. Mais les invisibles observent, retiennent, apprennent. Et quand vient le moment, ils ne crient pas, ils s'apportent des preuves.